Quand on arrive sur un accident grave, on a l'impression que c'est le chaos total. Et pourtant, derrière ce désordre apparent, il y a une logique, une méthode implacable, où chaque seconde, littéralement, est cruciale. On va décortiquer ensemble la prise en charge d'un polytraumatisé, une vraie course contre la montre, où une pensée bien structurée peut tout changer. Alors, c'est quoi exactement un polytraumatisme ? Attention, ce n'est pas juste le fait d'avoir plusieurs blessures. La définition est très précise. C'est une situation où au moins une des lésions menace directement la vie du patient, là, tout de suite. C'est ça le point de départ de toute la réflexion. Alors, voilà comment on va dérouler tout ça pour y voir plus clair. On va commencer par les principes de base, les règles d'or. Puis on verra quoi faire sur les lieux, comment les secours prennent le relais, la grande décision à l'hôpital. Et pour finir, on résumera toute la séquence qui permet de sauver des vies. Allez, on attaque tout de suite avec les bases, les principes fondamentaux. Il y a 3 règles d'or à avoir en tête en permanence. Ce sont des postulats de départ qui vont conditionner toute la prise en charge. En fait, l'idée, c'est de toujours partir du principe le plus grave pour ne rien rater. Règle numéro 1, tout trauma qui a l'air sérieux est considéré comme un polytraumatisme. Règle numéro 2, on part du principe que la colonne vertébrale est touchée, donc immobilisation stricte. Et enfin, règle numéro 3, un choc au visage fait immédiatement suspecter une lésion au cerveau. C'est cette prudence systématique qui évite bien des drames. Ok, maintenant, on se projette sur les lieux de l'accident. Avant même que les secours arrivent, le tout premier geste, ou plutôt le premier non-geste, est absolument capital pour la suite. Voilà, la règle numéro 1, la plus importante de toutes, c'est ça. On ne booste pas la victime. C'est contre-intuitif, on a envie d'aider, mais le plus grand service à lui rendre, c'est de maintenir l'axe tête-cou-tronc parfaitement droit pour protéger sa colonne. Ensuite, tout s'enchaîne logiquement avec le protocole PAS. D'abord, P pour protéger, on sécurise la zone pour éviter un autre accident. Ensuite, A pour alerter. On appelle le 15 ou le 18 avec des infos claires et précises. Et enfin, S pour secourir, on applique les gestes d'urgence en attendant les pros. On maintient l'axe, on vérifie que la personne respire et on appuie fort sur une plaie qui saignait beaucoup. Bon, les secours sont là. À partir de ce moment, tout change. La prise en charge devient médicale. Et elle va se concentrer sur 3 fronts en même temps pour essayer de stabiliser le patient avant de le transporter. Et tout va tourner autour de ce chiffre, 3. 3 priorités vitales qui sont gérées simultanément. C'est là que la vraie course contre la montre démarre pour l'équipe médicale. Priorité numéro 1, le cœur et la circulation. On cherche les signes du choc hémorragique. Est-ce que le patient est pâle ? Est-ce que son cœur bat très vite ? Si oui, la réponse est immédiate. Remplissage vasculaire massif. On envoie du liquide pour compenser. On administre aussi de l'acide tranexamique pour aider le sang à coaguler. Et bien sûr, on arrête tout ce qui saigne à l'extérieur avec des pansements compressifs et on immobilise les fractures, qui sont de véritables éponges à sang. En parallèle, bien sûr, la priorité numéro 2, la respiration. Il faut s'assurer que rien n'obstrue le passage de l'air. On met de l'oxygène à haute concentration avec un masque. Et on doit toujours être prêt à l'étape suivante, si ça ne suffit pas, l'intubation pour prendre le contrôle total de la respiration. Et la 3e priorité, c'est le cerveau, le côté neurologique. On évalue l'état de conscience avec un outil très connu, le score de Glasgow. Et là, il y a un chiffre magique à retenir, 7. Si le score est inférieur ou égal à 7, la décision est quasi automatique. On intube le patient. Pas forcément parce qu'il ne respire plus, mais pour protéger ses voies aériennes et assurer une oxygénation parfaite du cerveau. Voilà, le patient est pris en charge, il est en route pour l'hôpital. Et là, une fois arrivé au déchocage, toute la stratégie qui va suivre, tout le parcours du patient va se jouer sur une seule et unique question. Alors, c'est quoi cette fameuse question ? Elle est tellement importante qu'elle va décider si le patient part directement au bloc opératoire ou s'il va d'abord faire des examens d'imagerie. La question, c'est celle-là, l'état hémodynamique. En clair, est-ce que sa tension artérielle tient toute seule ou est-ce qu'il est en état de choc, en train de s'effondrer malgré la réanimation ? Stable ou instable ? La réponse va orienter vers 2 chemins radicalement différents. Et en fonction de la réponse, on a 2 scénarios, mais alors 2 scénarios complètement opposés. Si le patient est instable, on n'a pas le temps. On fait une radio des poumons et du bassin, une petite échographie rapide au lit du malade, la fast écho, pour voir s'il y a du sang dans le ventre et on file au bloc opératoire sans attendre. Le but, c'est de trouver ce qui saigne et de l'arrêter. Par contre, si le patient est stable, là, on a un peu plus de temps. On peut faire un bilan complet avec un scanner corps entier pour identifier précisément toutes les lésions avant de décider de la suite. Bon, on a vu beaucoup de choses. C'est le moment de tout remettre dans l'ordre, de synthétiser, parce que c'est vraiment cette séquence, cet ordre logique qui fait toute la différence dans le chaos d'un polytraumatisme. Ce tableau, il résume tout parfaitement. C'est l'algorithme à avoir en tête. Phase 1, sur place. On ne bouge rien, on maintient l'axe. Phase 2, avec le SAMU, on gère les 3 urgences vitales en même temps. Phase 3, à l'arrivée à l'hôpital. La fameuse question stable ou instable. Et la phase 4 qui en découle, si c'est instable, c'est direction le bloc. Si c'est stable, direction le scanner.
C'est un cheminement clair, logique et vital. Et pour conclure, il faut retenir une chose essentielle. Face à une situation aussi complexe et chaotique, ce n'est pas l'improvisation qui va sauver le patient. C'est l'application rigoureuse, systématique d'une méthode. C'est cet ordre dans les actions qui donne une vraie chance de survie.